parce que le gouvernement haïtien souhaite vous rassurer de sa détermination à renouveler le personnel politique national, et ce, à tous les niveaux d'ici la fin de l'année en cours. Le Conseil électoral provisoire a déjà publié le calendrier électoral qui établit les dates du 27 juin pour le référendum constitutionnel, du 19 septembre pour la réalisation du premier tour des élections présidentielles et législatives et celle du 21 novembre pour le deuxième tour, si c'est nécessaire. Loin d'être simple, le contexte politique et ses ramifications économiques et sociales en Haïti sont complexes, comme partout ailleurs dans le monde. En vérité, ils interpellent les États membres à se solidariser aux aspirations du peuple haïtien par la rupture avec la pratique de la casse. Il est temps, chers amis, que la pratique de la recherche du pouvoir politique par des moyens autres que les urnes cesse. À ce titre, il est utile de rappeler à l'assistance et à la communauté internationale dans son sens large que l'annonce par certains acteurs politiques qu'il réduirait en Haïti en cendres si le peuple arriverait à élire démocratiquement Jovenel Moïse, président de la République, s'est révélée prophétique. Effectivement, le président Jovenel Moïse a été élu président d'Haïti en novembre 2016, dès le premier tour des deuxièmes joutes électorales, qui fut organisé par le gouvernement de transition choisi par l'opposition politique. Et, selon la prophétie prémonitoire, certains ténors de l'opposition, alliés traditionnels, ont entrepris de transformer Haïti en un véritable enfer. Leur objectif est de justifier le passage à un autre gouvernement de transition au lieu de se fier au désir des citoyens de choisir eux-mêmes leurs dirigeants selon les principes de la charte hémisphérique que les peuples ont droit à l'autodétermination. C'est dans ce contexte que le président Moïse s'engage à organiser des élections présidentielles, législatives et municipales démocratiques, libres et transparentes cette année 2021. Le président Moïse veut passer l'écharpe présidentielle à son successeur le 7 février 2022. Selon le vœu démocratique du peuple souverain haïtien, et nous voulons croire, ce peuple veut le faire. Face à la réticence de quelques compatriotes, le président Jovenel Moïse réitère son appel au dialogue national inclusif pour instaurer un climat de confiance et de paix susceptible de permettre au peuple haïtien de mieux exprimer ses choix électoraux au cours d'élections démocratiques, libres et transparentes. Le gouvernement haïtien est conscient des défis majeurs qui peuvent entraver le processus électoral. C'est pourquoi le président Moïse n'a cesse de réitérer son appel au dialogue politique inclusif à tous ses frères et sœurs haïtiens de l'opposition. C'est dans cette perspective démocratique que le gouvernement invite tous les Haïtiens, toutes les Haïtiennes, à privilégier la voie du dialogue, de la tolérance et de la paix pour se préserver des affres plus que douloureuses et pénibles de l'insécurité, de la précarité économique et de l'instabilité chronique. Il est temps que la pratique de privilégier l'anarchie cesse. Le président de la République opte pour la perspective démocratique en lieu et place de la tradition interminable gouvernement de transition.
À la place de la poursuite de la lutte stérile, quasiment pérenne pour le pouvoir politique, le gouvernement de la République d'Haïti propose la pratique de la compétition des idées et des programmes politiques. Il reviendra aux électeurs de faire le choix qui leur paraît le plus judicieux parmi les propositions des partis politiques au peuple de politiques publiques susceptibles de conduire à la stabilité politique, à un plan de développement économique endogène et à la paix sociale. Madame la Présidente, chers collègues, effectivement, au cours des mois écoulés, il y a eu des événements en Haïti qui ont choqué l'opinion nationale et internationale. En vérité, je vous le dis, le président Moïse en particulier et le gouvernement haïtien en général ont tout intérêt à ce que la concorde et la paix règnent, à ce que cette violence aveugle, ahurissante, dégradante pour la dignité du peuple haïtien et pour notre hémisphère cesse. C'est pourquoi le gouvernement condamne énergiquement les actes anarchiques qui continuent à endeuiller le peuple haïtien. Aussi, viscéralement attaché au respect de la liberté de la presse, le gouvernement, par la voix de son Premier ministre, face à des dérives constatées au cours des manifestations violentes de l'opposition, a passé des instructions fermes aux forces de l'ordre pour sauvegarder le droit des citoyens de manifester pacifiquement et celui de la presse d'exercer librement son métier. Le gouvernement haïtien n'a aucun intérêt à ce que les libertés civiles soient bâillonnées, moins encore celle de la liberté de la presse. Pour preuve, en témoigne l'existence en Haïti de plus de 400 stations de radio, plus de 100 chaînes de télévision et quelques douzaines d'organes de presse électronique à travers l'Internet. Donc, tous les Haïtiens sont fiers et veillent jalousement à leur épanouissement. C'est parmi tant d'autres justifications le leitmotiv de la réforme constitutionnelle pour moderniser les institutions et les adapter à la culture politique d'Haïti, entamée courageusement par le gouvernement haïtien, selon le vœu de 87% de la population haïtienne, d'après un récent sondage d'opinion nationale. Par ailleurs, soucieux d'engendrer un climat propice aux élections, le gouvernement haïtien continue d'inviter tous les acteurs, tant de l'opposition politique que de la société civile, au dialogue. Je saisis l'occasion de cette tribune pour réitérer que le président de la République entend absolument rendre le pouvoir à son successeur élu le 7 février 2022, quoi qu'il advienne du référendum constitutionnel prévu pour le 27 juin prochain. Le président de la République demeure constamment ouvert, 1. Pour dialoguer avec tous ses frères et sœurs haïtiens dans le plus grand intérêt de notre cher Haïti. 2. Pour continuer à veiller à ce que les documents identitaires soient délivrés au plus grand nombre de citoyens, particulièrement pour que chaque Haïtien qui remplit les conditions d'usage puisse obtenir sa carte d'identification nationale unique. À ce sujet, l'Office national de l'identification a enregistré de sérieux progrès dans la livraison des cartes d'identification nationale qui servent aussi de carte électorale, et les efforts se poursuivent pour identifier tous les électeurs potentiels à travers la République d'Haïti. Et troisièmement, renforcer les capacités des forces de sécurité publique et nationales à mieux protéger les vies et les biens des citoyens. Un appui international pour encourager les acteurs haïtiens au dialogue inclusif et de l'assistance en matière de sécurité publique et matérielle pour organiser les élections renforcerait davantage le processus qui est amorcé par la mise en place du fonds fiduciaire
des élections gérées par le Programme des Nations Unies pour le développement, auquel le gouvernement de la République d'Haïti a déjà versé 20 millions de dollars américains. Il ne reste que pour les citoyens qui demeurent sceptiques de prendre la main qui leur est tendue par le président de la République et par l'ensemble du gouvernement pour une fois, pour toutes, s'engager dans le dialogue national inclusif afin de mettre fin aux souffrances du peuple haïtien qui n'aspire qu'à vivre dans un pays où il fait bon de vivre dans la concorde et la modernité. Madame la Présidente, c'est à cette fin que le gouvernement haïtien invite chaque État membre de l'OEA à contribuer à matérialiser l'aspiration du peuple frère d'Haïti à l'électricité 24/24, à l'eau potable, à l'assainissement, à l'éducation et aux soins de santé de qualité, à la quiétude et à la sécurité de leur vie et de leurs biens, aux emplois décents défavorisés par des investissements directs et la prospérité que ces mesures engendrent. Votre contribution peut être matérialisée par un appui sans faille au renforcement des institutions démocratiques à travers des élections libres et transparentes. Force est de constater que les appels répétés par certains acteurs de l'opposition à la violence, ainsi qu'à une énième transition politique, ne fait que prolonger les souffrances multiples, dont le deuil, les enlèvements contre rançon des présidents provisoires tirés du pouvoir judiciaire, qui tristement se voit tiraillé dans la lutte politique, et ce, à l'insu de son indépendance et à la mise à l'écart par la Constitution amendée de 1987 du pouvoir judiciaire de la vie politique. Sur cette note, enfin, je vous exhorte, chers collègues, à engager notre institution hémisphérique dans la voie de l'accompagnement du gouvernement haïtien, à renforcer les institutions, à améliorer la sécurité publique, à continuer à fournir les cartes d'identification nationale aux citoyens et à faciliter l'organisation des élections démocratiques, libres et transparentes de cette année. Enfin, Madame la Présidente, chers collègues, quelles que soient leurs divergences, les Haïtiens sont unanimes à reconnaître que notre pays nécessite le développement économique. C'est sur cette convergence de vues que je veux terminer mon propos. Enfin, c'est à ce titre que Son Excellence le Président de la République, M. Jovenel Moïse, et le gouvernement insistent sur la nécessité que les partenaires hémisphériques, en particulier et les partenaires techniques et financiers en général, accompagnent les Haïtiens à établir un climat de paix et de stabilité pour parvenir à investir davantage dans la matérialisation des prérequis du développement dans le cadre des objectifs du développement durable. Je vous remercie de votre atención. Gracias, embajador Edmond, por su presentación. Antes de dar la palabra a las delegaciones que la han solicitado, quiero indicar que recordemos que necesitamos hacer una pausa para que los intérpretes puedan tener su almuerzo y no pasarnos de las 2 de la tarde sin interpretación. Por lo tanto, una vez que finalicen los que han solicitado la palabra en este punto, haremos el receso de 1 hora y continuaremos con los demás puntos de agenda a las 2:30. Ofrezco la palabra a la delegación de Venezuela, que había perdido la conexión en el momento de la resolución. Gracias, presidente. Mil disculpas por el inconveniente técnico. En atención a sus palabras y sobre todo después de haber oído la excelente intervención del embajador Edmond, no tiene sentido que lea lo que empecé a leer. Solamente quiero reiterar el apoyo de Venezuela a la resolución consensual y reiterar que
nuestra convicción de que el único camino para resolver las crisis políticas, económicas y sociales es la realización de elecciones libres, absolutamente transparentes y observadas por entes calificados de la comunidad internacional. Gracias, presidente. Muchas gracias por la precisión, representante de Venezuela. Ofrezco la palabra a la delegación de Guatemala. Muchas gracias, señora presidenta. Guatemala tenía pensado intervenir en este punto de agenda en seguimiento a la intervención del embajador Edmond de Haití. En ese sentido, la delegación de Guatemala agradece esa presentación tan detallada que nos ha hecho el embajador Edmond sobre los esfuerzos que realiza el gobierno de la República de Haití junto con la comunidad internacional para llevar a buen término el proceso electoral en su país de manera transparente, democrática e incluyente. Haití ocupa un lugar privilegiado para Guatemala, con quien sostiene relaciones diplomáticas desde hace 73 años, tiempo durante el cual, sobre la base de principios y aspiraciones compartidas, se han profundizado los lazos de amistad y solidaridad entre pueblos y gobiernos. En 1994 y 1995, Guatemala participó por primera vez en operaciones de paz en Haití, enviando 3 contingentes en la misión de Naciones Unidas en Haití. Posteriormente, en el 2004 al 2017, mi país desplegó 17 contingentes de policía militar en la misión de estabilización de las Naciones Unidas en Haití, así como también nos honra ser miembros activos del Grupo de Amigos de Haití. Señora Presidente, Guatemala reconoce que en la República de Haití, como en otros países de la región y el mundo, existen retos y desafíos políticos, económicos y sociales que requieren la suma de voluntades y el impulso de soluciones de carácter multidimensional orientadas a la recuperación y reconstrucción del país, a la mejora de las condiciones de vida de su población, así como al fortalecimiento de la democracia y el Estado de Derecho bajo el pleno respeto de los derechos humanos. Es importante en ese sentido destacar que todas las partes se comprometan, como destacó el embajador Edmond, con el proceso electoral mediante elecciones legislativas y presidenciales libres, democráticas y transparentes con observación internacional, que fortalezcan el sistema democrático e institucional. En ese sentido, mi país celebra el consenso alcanzado esta mañana para la adopción de la resolución sobre la situación en Haití, a propuesta del embajador Ronald Sanders de Antigua y Barbuda, en nombre de un grupo de países del CARICOM, posteriormente enriquecida con los aportes de otros estados, hasta alcanzar el texto que fue adoptado, a instancias del embajador Axel de Canadá y el embajador Hatiba como facilitador. Confiamos que esta muestra del multilateralismo coadyuve a la consecución de las prioridades que Haití se ha fijado. Para Guatemala fue determinante y esencial para poder sumarse al consenso de esta resolución la participación de Haití en la definición de su contenido. Asimismo, saludamos la invitación que el presidente Jovenel Moïse dirigiera a la OEA de enviar una misión de observación electoral para las elecciones previstas este año, así como las recientes solicitudes de apoyo técnico en materia de seguridad formuladas a la OEA y a la Organización de las Naciones Unidas con el propósito de luchar contra la criminalidad en su país. Expresamos la importancia de que la comunidad internacional renove su compromiso con Haití y que en ese espíritu oriente esfuerzos para contribuir a la paz y la estabilidad haitiana. Con esa visión, reconocemos los esfuerzos de acompañamiento que emanen de la Organización de los Estados Americanos. Finalmente, Guatemala reitera su apoyo y solidaridad con el gobierno de Haití y alienta a este querido país hermano a continuar trabajando mediante un diálogo nacional inclusivo y la búsqueda de consensos a nivel nacional en aras del bienestar del noble pueblo haitiano. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, embajadora Claverí. Ofrezco la palabra a la delegación de Saint Kitts y Nevis.
Thank you very much, Madam Chair. I too would like to join others in expressing my sincere appreciation for the assistance that we've received from Ambassador Sanders of Antigua and Barbuda, as well as the other participants. And of course, we'd like to thank the Ambassador for Haiti for giving that very comprehensive assessment. I don't think that I should leave without actually lending my very strong support to the statement that was delivered by the Ambassador for Argentina. Because in many ways, we've really focused largely on the election itself, and we have really given very little attention to actually what happens after the election. It is absolutely necessary that we adjust the Constitution and other matters. That's necessary, but it is by no means sufficient. And I think the distinguished ambassador from Argentina actually began to focus on some of those issues. I would like to take a brief moment to draw your attention to the performance scorecard as revealed by the World Bank, which publishes this data. It is very important for this body to know that with respect to financial assistance, aid, the government of Haiti, or Haiti, received 5 times as much aid as all of the CARICOM units, countries combined. It did that in 2010 when there was a 0.7, I think, magnitude earthquake, but it also repeated that in 2015 and 2016 with 5 times as much. That is a problem that hurts the other countries a great, great deal when one country gets such a lopsided allocation of assistance. When you review that assistance and then you ask the question, well, how has Haiti performed with respect to having received this volume of assistance? And this pattern has continued for the last 30 or 40 years. I draw attention to per capita income. Haiti is ranked number 34 out of all 34 member states. It's the lowest per capita income in the Western Hemisphere. I draw your attention to net migration rates. Haiti is ranked again at the bottom of the rank with respect to CARICOM member states. 175,000 Haitians fled in 2017. Permit me to draw your attention to the ease of doing business, which is also reported on the performance scorecard by the World Bank. Haiti is ranked dead last at number 34 out of 34 member states. And with respect to other measures, the country has really fallen short with respect to several of these measures. And if we're going to really look, actually try to improve the conditions there, we have to start with looking at the fundamentals of economic growth and prosperity. Nowhere in this session that we've held have these issues been discussed, nor have they been discussed at the OS itself. That, ladies and gentlemen, for me is a problem. I'm an empiricist by nature, and I believe that it's very important that we look at performance, value performance. It says where we are today. It gives us an idea then as what we need to do to improve our performance. This has not happened in this discussion. I thank you very, very much. Muchas gracias, embajador Hall. Ofrezco finalmente la palabra a la delegación de Trinidad y Tobago. Embajador Philip Spencer tiene la palabra. Good afternoon, Chair, Excellencies, distinguished colleagues. Trinidad and Tobago is pleased to have joined the consensus that has been achieved today by OAS member states, including the delegation of Haiti, in the adoption of this resolution on the situation in Haiti. We also welcome this expression of the collective will of OAS member states to join CARICOM member states in expressing deep concern for the situation in Haiti as expressed by heads of government on the 25th of February 2021. Chair, distinguished colleagues, Trinidad and Tobago is also particularly pleased, and we must at this point commend Ambassador Sanders, the permanent representative of Antigua and Barbuda, for his leadership of this initiative, which emerged with the support of 7 other CARICOM delegations in beginning the journey
that has ended in our consensus approval and adoption of this resolution today. We thank as well the permanent representative of Haiti, Ambassador Edmond. We also thank those other delegations that along the journey, including ourselves, have joined to ensure that as an OAS body, we express our collective consensus support for a constructive approach to addressing the situation in Haiti. This delegation also wishes to place on record its appreciation for the facilitation undertaken by Ambassador Hativa, the permanent representative of Ecuador, and for all other delegations, including Ambassador Adset of Canada, who would have at some point facilitated the journey to consensus. Chair, as this delegation is always very clear to highlight, we must also commend you for the role that you have played in quietly steering by your easy holding of the reins by which this matter was presented to the Council today and eventually adopted by consensus. I thank you, Chair. Gracias, embajador Philip Spencer. Como había anunciado previamente, para poder cumplir con el reglamento de los intérpretes que necesitan un receso, pero al mismo tiempo no interrumpir los otros puntos importantes que tenemos en el orden del día, vamos a decretar un receso en este momento hasta las 2:30. Quería señalarles, por favor, tomar nota que se les enviará un nuevo enlace de CUDO para que podamos reconectar a las 2:30. Así que hacemos un receso y nos vemos al rato. Gracias.